Bonsoir Antonin et bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. Jusqu'à 1h, la ligne est ouverte sur Europe 1 au 39 21 où vous attendent ce soir Clémence et Assiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, à tout moment, étant donné que nous sommes en direct, vous pouvez intervenir pour nous donner votre point de vue, pour nous faire part de vos commentaires par courriel sur le site de l'émission dublanche.europe1.fr ou par SMS au 7 21 21 code nuit. Et si vous souhaitez parler à un auditeur, eh bien, vous composez directement le 39 21 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Des réactions par courriel, justement, pour revenir sur la chaude voix de Frédéric qui intervenait hier suite au témoignage de Sophie. Alors justement, Michel nous écrit en disant Chopin contre Caroline, difficile duel. Oui, il y avait une soirée Chopin hier, je crois, sur Arte. Elle dit « J'ai prématurément abandonné Frédéric Chopin pour Frédéric à la chaude voix de baryton, chante-t-il. Je suis prête à l'accompagner au piano et ce soir je serai fidèle sous la couette à écouter votre voix à vous, Caroline. Bonne et douce nuit à tous. » Et Perle de Rosée qui nous fait le grand bonheur d'être avec nous ce soir. Ça faisait très très longtemps, trop longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, Perle de Rosée, qui dit la voix de Frédéric profonde, mystérieuse, chaude et enveloppante, le ton calme et juste, l'analyse fine, une grande psychologie des femmes, fruit d'une grande expérience des relations homme-femme. Je ressens malgré tout une fêlure, blessure cachée qui le rendent d'autant plus attachant et 3 petits points de suspension, ajoute Perle de Rosée, dangereux. Ces fréquentes interventions sont autant de moments de bonheur. Donc, elle était à l'écoute, vous étiez à l'écoute, Perle de Rosée, et silencieuse. En tout cas, c'est un bonheur pour moi de vous lire à nouveau. Donc, je ne sais pas si Frédéric est à l'écoute ce soir, mais il me disait ma voix, mais qu'a-t-elle donc? Mais vous voyez ce qu'elle suscite comme réaction chez les auditrices, de la part des auditrices d'Europe 1. J'espère que néanmoins ça ne va pas vous couper l'envie d'intervenir comme il vous arrive de le faire à l'antenne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est vrai que je suis étonnée du nombre de réactions que cela a suscité. Je me disais, finalement, elles se sont tellement laissées porter par votre voix qu'elles en oubliaient même le fond, finalement, de votre pensée qui était intéressant, mais Perle de Rosée, quand même, le relève. Et je me dis, vous auriez pu lire le bottin hier, vous aurez écouté de la même façon, avec le même intérêt. Non, je ne crois pas quand même. Le fond comptait aussi. Allez, on accueille tout de suite Lucie qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Lucie. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. Oui, je vous en prie. Je suis là pour ça. Je vais essayer de vous expliquer un peu mon problème. J'ai rencontré quelqu'un par Internet il y a à peu près 1 an. Oui. Rencontre sérieuse au départ, promesse sérieuse, enfin bon. Mm-hmm. Et puis il se trouve que la personne très vite, m'avait fait des promesses de durabilité et très vite a changé d'attitude, mais a attendu que je tombe amoureuse de lui, quoi. Et après, cette personne a été pas de cadeaux, pas de sortie, enfin vraiment quelqu'un de très radin, quoi, si on peut dire. Et en plus m'a substitué m'a volé, quoi.
Et donc c'est très difficile pour moi. J'ai eu du mal à arrêter la relation. J'ai continué malgré cela parce que je ne pouvais pas l'arrêter. J'étais quand même accrochée à cette personne. Et j'ai essayé de surveiller, de guetter. Enfin, j'ai vécu vraiment dans une insécurité. C'était très difficile. De surveiller quoi? Surveiller s'il pouvait me prendre des bijoux ou autre chose, quoi. C'est difficile parce qu'il venait assez souvent chez moi. Et voilà. Mais le problème, c'est que c'est la troisième personne qui agit comme ça envers moi. La troisième personne qui me vole, quoi. Qui me vole. La troisième personne que je fréquente qui me vole. Donc vraiment, je me dis... Quoi? Le troisième homme qui vous... Le troisième homme, oui. Le troisième homme qui me vole. Alors, est-ce que je suis trop tarte? Est-ce que je fais trop confiance? Est-ce que c'est mon attitude qui provoque ça? Je ne comprends pas, quoi. Mais il vous vole quoi? Il y a eu vaisselle, il y a eu linge, objets éteints, choses comme ça. Et la dernière personne, donc j'étais quand même un peu plus vigilante parce que vu ce qui m'est arrivé avant, m'a volé. Bon, il y a eu un bijou, il y a eu des petites choses de la maison, mais pas des choses de grande valeur, quoi. Mais disons que c'est l'acte, quoi. Alors je lui ai demandé de me rendre les affaires, quoi. J'ai affronté cela, c'est pas évident. Je lui ai demandé en lui disant peut-être que j'ai laissé chez toi, peut-être que, oui. En essayant de lui faire me rendre les affaires, qu'il me dise bon écoute, j'ai fait l'imbécile, je sais pas ce qu'il m'a pris, mais non, il y a rien à faire, et il n'a pas voulu reconnaître, quoi. Il a sa fierté, je pense, était en jeu, et tout ça, ça a duré sur quelques mois, sur pas mal de mois. Et là maintenant, il est comme pris au piège et il veut garder un contact, disons, amical, entre guillemets. C'est tout, et il sent que c'est cuit, quoi, la relation. Je veux plus la continuer dans ces conditions. Voilà. Mais ces hommes, vous les avez tous rencontrés sur des sites de rencontres là? Non, différents. Non. Il y a eu sur le lieu de travail, il y a eu un autre, c'était en dancing, et encore je connaissais des gens de sa famille, donc non. Là, c'était Internet, et c'est vrai que j'étais très, très réticente, quoi. Très réticente, mais bon, apparemment, c'est quelqu'un qui a l'air doux au départ, qui a pas de... Mais bon, lui a des problèmes financiers, donc je me suis dit, il veut peut-être profiter de moi. Après, je me suis rendu compte de tout ça, mais pas au départ, quoi. Voilà. Bon, là, vous avez bien fait de mettre un terme à cette relation, puisque elle est faussée, dans la mesure où il y a un intérêt autre qu'un intérêt affectif. C'est-à-dire que ces problèmes financiers faussent complètement votre relation affective. Vous l'investissiez sur ce plan-là, mais lui, semble-t-il, enfin, c'est pas semble-t-il, en veut plus à votre situation matérielle qu'à votre cœur, quoi. Donc, il fallait laisser tomber. Il fallait laisser tomber. Mais alors voilà, ça pose le problème par rapport à moi-même, que je me suis rendu compte intellectuellement de ça assez vite. Mais quelque part, je veux continuer comme pour... faire accepter à la personne ses torts, quoi. Je veux dire, je me rends compte, quelque part, je me dis, j'ai affaire quelque part à un manipulateur, et je me dis, mais il doit avoir une faille, quoi. Je vais le démolir, je vais arriver à le... Puis je vois que... Enfin, oui. Mais je comprends pas. Vous continuez à le voir. C'est cet homme qui vous a proposé d'avoir une relation amicale avec lui? Oui, enfin, une relation amicale, disons un contact. Mais bon, j'évite le contact. Mais si vous voulez, j'aurais pu arrêter avant la relation, parce que j'ai commencé en octobre l'année dernière, et en janvier, il m'a manqué déjà une chaîne en or. Donc, vous voyez, tout de suite, quoi. Seulement, j'étais tombée amoureuse de lui, et là, j'étais ferrée, et j'ai pas pu arrêter. Donc, ça a duré quasiment jusqu'au mois d'août-septembre, et au mois d'août-septembre, ça a éclaté, quoi. J'ai pas pu, parce qu'il y a eu d'autres petites bricoles qui sont parties, et j'ai pas pu
j'ai pas pu continuer. Mais disons, pendant tout ce temps-là, je me suis dit, je vais quand même arriver à démanteler ça, je vais quand même arriver à... Et puis, mais démanteler quoi? Eh bien, me dire que comment fonctionne une personne comme ça, est-ce que je vais arriver à lui faire entendre raison, voilà. Mais bon, je me suis battue contre... Mais ça vous servirait à quoi? Eh bien, ça m'aurait servi à peut-être continuer dans une relation, parce qu'après, rencontrer quelqu'un, repartir à zéro, et ça, c'est vraiment... écoutez, ça fait 3 Vous fois... préférez continuer avec quelqu'un qui... Ben, plutôt que d'être avec personne, c'est pas... vous préférez continuer avec quelqu'un qui finalement abuse de votre confiance? Ben, c'est-à-dire continuer en étant vigilante, quoi. C'est ce que j'ai essayé. Bah, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Je suis arrivée à une impasse, quoi, en fait. Je suis arrivée à une impasse. Mais je comprends d'autant moins, Lucie, que vous me dites que cette situation se serait déjà produite et que dans vos relations passées, les hommes vous auraient également volé. Oui, oui. Alors, ça pose question quand même. Ah oui, c'est pour ça je me dis, voilà, est-ce que je suis trop confiante? Est-ce que, voilà, oui, ça pose question. C'est la 3e personne, quoi. Mais vous êtes sûr que ce sont ces hommes qui... Oui, on finit par douter. Bah oui, parce que franchement, ça peut arriver une fois, mais ça pose question qu'à chaque fois, vous rencontriez des hommes qui vous dérobent des objets. Oui. Ça pose question quand même. Hein. Ça pose question, alors je me dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Alors après, pour la confiance, c'est fini, quoi. C'est difficile, c'est très difficile. Non, mais parce que, si vous voulez, là, au fond, ça renvoie à une image des hommes où tous les hommes que vous avez rencontrés abusent de vous, abusent de votre confiance et vous volent. Non, mais justement, j'ai pas l'image des hommes, et j'ai pas une image des hommes négative, justement. Je me dis que non, il y a des gens bien. Il y a sûrement des gens bien quelque part. Par contre, j'ai vraiment cette idée-là dans la tête. Je me dis pas tous les hommes sont des salauds, tous les hommes... Non. Pas des salauds, mais des voleurs, là. Oui, mais bon, en fait, c'était pour pas prononcer le mot. J'ai du mal à prononcer le mot parce que, franchement, c'est douloureux, quoi. C'est douloureux. Et non, j'ai pas l'idée que l'homme peut être bon, malgré cela, vous voyez. Et je pense que je fais peut-être trop confiance, je suis peut-être trop, à la limite, je me fais peut-être avoir au départ, et une fois que la relation commence, après, ben voilà, je suis prise dans en tout cas, là, il y a quelque chose qui est tout sauf clair, Lucie. C'est dans la relation que vous décrivez actuellement avec cet homme. Où, vous dites à la fois, il me dérobe des objets, il me fait pas de cadeaux, pas de sorties, il est très radin, et en même temps, moi, je veux continuer cette relation pour voir jusqu'où il peut aller, et puis au fond, arriver à disséquer tout ça, et puis parce que au fond je préfère quand même rester avec lui que d'être seule. Enfin non, mais c'est ce que je vous dis là, ce que vous me dites, ça a été ma démarche pendant jusqu'en octobre-novembre, et là maintenant je suis dans la rupture, moi, ça y est, dans ma tête j'ai la rupture en tête, mais c'est très difficile quand même, parce que c'est quand même abandonné, pas lui, mais une relation, quoi. Oui, mais quelle relation? Eh ben, une relation nulle, mais c'était quand même une relation. Maintenant, je me trouve je repars avec mon baluchon et rechercher quelqu'un. Je vais faire Internet, recommencer, retomber sur quoi? Et ça, voilà, c'est difficile d'accepter ça, quoi. Non, mais je crois qu'il faudrait vous poser un peu, hein. Pas repartir comme ça, hein, réfléchir. Oui. Je crois vous avez dit au standard que vous avez téléphoné à un psychiatre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes suivi? Vous voyez quelqu'un? Non, je ne voyais personne. Et là, j'ai téléphoné parce que j'étais quand même pas bien. Et
c'est pour ça que dimanche, j'ai envoyé le mail pour essayer de passer Oui, l'antenne. oui. Et justement, il m'a dit, ce psychiatre, qu'il y avait un désistement. Alors, il m'a reçu. Oui. Et lui, il m'a dit, ça a été son ordonnance, finalement, il m'a dit, faut arrêter, quoi. Enfin, vous arrêtez, parce que, de toute façon, parce que, il a quand même décortiqué pas mal, parce que, encore l'histoire financière et tout, mais il m'a dit, écoutez, il n'a pas eu d'affection, de tendresse, d'attention pour vous, et c'est vrai, c'était un manque d'attention pour moi. Il m'a dit, entre hommes et femmes, s'il n'y a pas l'attention, c'est le minimum, hein. Donc, il faut arrêter. Mais bon, je suis en train d'arrêter. Mais effectivement... voilà, ça a été l'ordonnance qu'il m'a donnée. Donc, c'est de hier. Vous voyez, c'est frais, donc c'est très frais. L'ordonnance, il vous a prescrit un traitement ? Non. Son ordonnance, ça a été de me dire, c'est moi qui l'interprète comme ça, ça a été de me dire, arrêtez la relation, quoi. Il faut laisser tomber, puisque... Oui. Vous allez le revoir ? Le psychiatre ? Oui. Je ne sais pas, je dois le rappeler. Je dois le rappeler, mais de toute façon, ce sera... j'irai le voir sûrement que 2-3 fois, enfin, je pense, juste pour m'aider à faire m'entendre dire que vraiment j'étais dans la farine, quoi. Voilà. Mais bon, alors il y a une phrase, j'aimerais bien que vous une phrase de Shakespeare, si vous pouvez me qui dit cela, celui qui accepte d'être volé vole lui-même quelque chose à son voleur. On revient en vol. Hein. Celui qui accepte lui-même d'être volé. Ça veut dire il faut que j'accepte. Et de toute façon, je suis obligée d'accepter d'avoir été volée. Caroline, c'est difficile, mais je me dis, pour ce qu'on est sur la Terre, c'est pour ça que je continue à avancer avec ces hommes. Parce que je me disais, finalement, c'est du matériel. À la limite, j'aurais pu le perdre, je m'en fous, c'est pas grave. C'est ça qui me faisait continuer. Parce que finalement, c'est vrai. Hein, voilà. Et j'avais toujours ce côté-là à me dire, finalement. Mais après, j'ai l'autre côté qui me dit non, il faut que je me respecte, il ne faut pas que j'accepte ça. Et j'ai toujours oscillé entre ces deux côtés-là. Oui. Écoutez, je crois qu'il y aurait vraiment des choses à travailler, à approfondir. Et notamment sur la façon dont vous concevez la relation entre un homme et une femme, la relation amoureuse. Je reçois à l'instant là d'ailleurs un message du subversif qui va dans ce sens, qui dit mais que vous évoque au juste la relation amoureuse, et qui dit: craindriez-vous qu'elle puisse en soi constituer un gouffre où vous vous perdriez forcément? Parce que vous évoquez la perte, vous dites finalement ce qu'il m'a pris c'est juste du matériel, j'aurais pu le perdre. Alors finalement, vous semblez accepter qu'il y ait eu vol, parce que ça vous taraude, hein, c'est vraiment... on voit qu'il y a quelque chose qui revient constamment autour du vol. Là, ça serait un peu... je ne sais pas ce que ça représente pour vous dans votre histoire. Le vol, la perte, perdre quelque chose. Et... il y aurait vraiment des choses un peu à travailler, parce que c'est quand même étrange ce rapprochement que vous faites entre la relation avec un homme, la relation amoureuse et le vol. Oui. Comme si vous étiez dépossédé. Dans la relation amoureuse vous dépossède de quelque chose. Vous étiez forcément perdante, et en même temps vous trouvez beaucoup d'excuses et beaucoup de vous n'êtes pas vous n'êtes pas en colère après. Vous voyez, il y a pas de colère, il y a beaucoup, il y a presque on l'entend pas en tout cas. Oui, mais là ça y est, ça a passé parce que le temps a un peu passé. Et là, je suis même allée jusqu'à déposer une plainte aussi, donc ça m'a aidé cette fois-ci, j'ai mis le paquet, quoi, si on peut dire. Donc ça m'a aidé, mais j'ai eu de très grosses colères
Ah oui, oui, que je lui ai même exprimé à lui. Oui, j'ai des colères noires. Mais pour me calmer, je me raisonne comme ça, quoi. J'ai le pendant qui fait que je me raisonne de cette façon. Sinon, je peux pas rester dans la colère tout le temps. Mais j'ai eu de très grosses colères, oui. Ah oui, oui, oui. Mais contre moi-même, finalement. Je me suis culpabilisée. Je me suis dit, je suis une idiote d'avoir accepté ça. Voilà, en fait, c'était contre moi. Mais ça n'a pas toujours été comme ça dans votre histoire, Lucie, puisque là, actuellement, vous êtes dans une recherche, on le voit, active, d'un compagnon. Mais vous avez été mariée, je crois. Oui, j'ai eu quelqu'un de super bien avec qui j'ai toujours de bonnes relations. Mon ex-mari, voilà, c'est quelqu'un de très honnête. C'est tout à fait l'opposé voilà. Mais j'ai rencontré aussi quelqu'un de bien et je lui faisais pas confiance alors qu'il était honnête, celui-là aussi. Mais je l'ai jeté. Celui-là, je l'ai jeté. Ça n'a pas duré longtemps. Enfin, j'ai tout fait pour arrêter la relation. Et les autres qui ont été malhonnêtes, j'étais amoureuse. Vous êtes accrochée à eux. Voilà. Et pourquoi vous êtes séparée de votre mari? Oh, parce que je suis partie de la maison très tôt et il m'a servi plutôt de parent parce que j'ai eu de gros problèmes dans mon enfance, disons abus de la part de personnes dans l'entourage abus sexuels et donc voilà, donc c'est tous ces trucs de vol me renvoient à ça, quoi. C'est l'abus de confiance, c'est toujours pareil. Eh ben oui. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr, mais c'est là que ça se passe. Alors c'est insupportable, mais en même temps il faut que j'arrive à le supporter, il faut que j'arrive à l'accepter parce que sinon comment je peux avancer? Je peux pas rester, pour arriver à avancer et rester à peu près zen, il faut que j'arrive à accepter que j'ai été encore abusée, quoi. J'en suis encore là, quoi. Oui, mais avez-vous pu parler de ces abus, Lucie, dans votre enfance? Ah non, c'était impossible dans l'enfance. Non, c'était impossible. Dans votre entourage, vous n'avez jamais pu en parler? Ah oui, c'était pas reconnu, c'était pas... C'était quelqu'un de la famille? Non, oui, il y a eu quelqu'un de la famille, et puis il y a eu une personne de l'entourage proche, mais voilà. Et donc j'en ai parlé à des médecins, oui, j'en ai parlé à un généraliste comme ça, j'en ai parlé de temps en temps, ça m'est arrivé, mais... Vous l'avez évoqué? Oui. Vous l'avez évoqué? Je l'ai évoqué. Mais j'aurais voulu que ça soit reconnu par mes parents, alors que ça n'a pas été le cas. Oui, vous n'avez jamais pu en parler avec eux et être reconnu dans ce que vous avez souffert et enduré. Voilà. Et quand vous l'avez évoqué avec des médecins, là, vous avez été entendu? Oui, bien sûr. Et vous l'avez évoqué, mais vous n'avez jamais fait une thérapie là-dessus. C'est là que vous avez pu en parler parce que vous vous sentiez en confiance, ce qui est déjà très important. Mais vous n'avez jamais pu, vous n'avez jamais pu, à ce moment-là, vous n'avez jamais fait de thérapie sur... J'ai fait une analyse. Une analyse? J'ai fait une analyse, mais mon analyse a duré quelques années. Mais c'était trop difficile. Il est arrivé à un stade où il me semblait que j'allais... justement, j'ai pas tellement parlé de ces choses-là. Il me semblait que j'allais mourir si j'allais parler plus, quoi. Donc je l'ai arrêté. Et bon, mais à ce moment-là, j'étais seule, quoi. J'ai divorcé, je suis restée seule. Et après, lorsque j'ai commencé à fréquenter des hommes, il m'arrivait tout ça, quoi. Mais là, j'étais ça a suivi de peu. Vous avez commencé à fréquenter des hommes peu de temps après l'arrêt de votre analyse et de votre divorce. Voilà, c'est ça. Oui. Il y a eu des choses qui se sont débloquées, quoi, en quelque sorte. C'était là que vous êtes passé à ce moment-là dans la réalité, mais la réalité, elle a été douloureuse pour vous. C'est là que vous avez, fait des rencontres, mais on dirait des mauvaises rencontres, de nouveau. Tout à fait, oui. Des rencontres qui ont réactualisé ce que vous avez vécu dans l'enfance d'une autre façon.
Oui, oui. Enfin, vous avez été abusé d'une autre façon, vous vous êtes senti abusé. Oui. C'est pas le même type d'abus, mais il y a quelque chose qui s'est réactualisé. Oui. Et c'est pour ça que ça vous bouleverse autant. Oui. Vous êtes si mal en ce moment. En analyse, vous dites que au fond, vous avez très peu parlé de ces abus sexuels durant l'enfance. Oui, j'en ai très peu parlé. J'en ai très peu parlé et quand j'en parlais, je me disais mais oui, ça je le sais parce qu'il y avait quelqu'un de ma famille, ça a été occulté assez longtemps, c'est ressorti qu'il y a 2-3 ans par rapport à quelqu'un de ma famille parce que là c'était assez douloureux et j'étais petite. Mais la personne étrangère qui était proche de mes parents, cette personne-là, je disais en analyse, je disais oui, mais ça je le sais, de toute façon ça m'a pas traumatisé, j'avais vers les 15 ans, de toute façon ça je le sais, ça ne m'a pas trop dérangé. Enfin, j'en parlais comme ça, mon analyse, comme si ça avait été assez anodin, quoi. Et je me suis rendu compte au fil du temps que ça n'avait pas été si anodin que ça. Mais c'est après avoir arrêté l'analyse que je me suis rendu compte de ça. Au fil du temps, je me suis rendu compte que finalement, ça m'avait bousculé pas mal, quoi. Mais oui, vous dites même, vous aviez peur de mourir. Voilà, j'avais peur de mourir. Oui, j'avais peur d'en mourir, de la souffrance que j'allais devoir revivre. Je disais toujours à mon analyste, je pourrais pas aller plus loin, ça sera trop terrible. Et que vous disait votre analyste à ce moment-là ? Il me disait rien. Lui, il m'a toujours sollicité pour continuer, mais sans trop de... Quand vous lui disiez que vous aviez, à ce moment, je comprends, un analyste dit peu de choses, c'est son rôle pour permettre justement à votre parole d'émerger. Moins il en dit, mieux c'est. Oui. Pour que vous puissiez vraiment vous parler, parce que parfois le moindre mot peut être mal compris, mal entendu et peut bloquer une parole qui est en train d'émerger. Mais quand vous lui disiez j'ai peur d'en mourir, de revivre cette souffrance-là d'enfant, je ne savais même pas que c'était une souffrance d'enfant. C'était mourir, d'aller plus loin, de creuser plus. Je ne savais même pas où j'allais aller. J'avais très peur de continuer. Mais je ne savais pas d'où venait cette peur. Mais c'était une peur terrible, quoi. Et il me disait rien et il me laissait. Il y avait le silence qui m'autorisait ou à rester, ou à continuer ou à m'arrêter, mais il m'a laissé à la liberté de m'arrêter. Et c'était bien comme ça, parce que s'il m'avait dit faut continuer, je serais partie en courant. Et s'il m'avait dit bon ben allez-y, non, il fallait qu'il me laisse. Et c'était très bien comme ça s'est fait. Puis de toute façon, je pense qu'il fallait le temps au temps. C'est une histoire de temps, quoi. Je veux dire, à la limite, il fallait que j'arrête à ce moment-là mon analyse. Bon, il y a eu des choses dans ma vie qui sont arrivées, plus gaies, tout ça. Bon, c'était pas la priorité, quoi, mon analyse. Ça m'avait bien... Oui, c'est là que vous êtes revenu dans le réel et que vous vous êtes senti à un moment plus forte pour faire des rencontres. Voilà. Oui. Mais ce qui, en soi, est une bonne chose, Lucie, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire... mais en même temps, dans ces rencontres, il y a quelque chose qui est revenu. Quand je dis qu'il s'est réactualisé de votre enfance, c'est que cette peur, elle est toujours là. Et elle vous empêche pour le moment d'avoir une relation apaisée, sereine et constructive avec un homme. C'est pas rien d'avoir eu cette peur de mourir, et on la retrouve quand on parle d'abus et d'abus sexuels. Alors quand on est petit, on peut pas l'exprimer de cette façon-là, on peut pas la verbaliser de cette façon-là. On peut l'exprimer, ça ressurgit quand on est adulte. Mais ça montre, on est au-delà de la peur, on est dans l'effroi, dans l'effraction finalement qu'est la sexualité
adulte pour un enfant. C'est effrayant. Hein, on est vraiment dans un degré au-dessus de la peur. C'est vraiment de l'ordre de l'effroi. Et c'est quelque chose qui laisse des traces, évidemment, au niveau du corps, mais aussi au niveau de la tête. Et il y a quelque chose quand aujourd'hui vous parlez de vol qui a trait aussi à ces viols. Beaucoup d'auditeurs d'ailleurs nous font remarquer dans leurs messages qu'à une lettre près c'est le même mot. Et inconsciemment, pour l'inconscient, ça a un sens d'ailleurs, tout ça. Donc je pense que quand je vous disais tout à l'heure, vous avez dit à un moment, bon oui c'est vrai, ça serait nécessaire d'arrêter cette relation et puis de repartir sur Internet et de rencontrer d'autres hommes. Je sais pas, je sentais instinctivement qu'il fallait vous poser et je pense qu'il faudrait vraiment parler de cette frayeur qui est en vous. Vous n'en mourrez pas, Lucie. Vous n'en mourrez pas parce que vous serez aujourd'hui accompagnée. Vous pourrez, bien sûr que c'est toujours un chemin difficile de retraverser des moments comme ça aussi extrêmes, mais vous serez dans un lieu sécurisé, sécurisant et auprès d'une personne aussi rassurante pour vous. Oui. Donc il ne pourra rien vous arriver. Si ce n'est enfin donner la parole à cette petite fille qui est encore extrêmement vivante en vous et qui a besoin qu'on l'écoute. Mais vous voyez, quand je vous dis je vais rechercher quelqu'un sur Internet, je n'y crois pas du tout. C'est comme là, quand j'ai rencontré cette personne, je n'y croyais pas du tout. Elle ne m'a pas plu. C'est cette personne qui s'est accrochée à moi. Donc, à la limite, je me rends compte maintenant en vous parlant que c'est l'autre qui décide à ma place. C'est pas moi qui décide, oui, d'accord, et je vais aller vers lui, ça me plaît et tout. C'est lui qui me happe. C'est la personne qui me happe. Je suis comme happée et je suis prise là-dedans. Et en fait, je ne choisis pas. Voyez, c'est comme ça que je suis dans une relation. Et là, je touche du doigt cette chose-là maintenant. Je ne choisis pas. Je suis prise là-dedans, comme j'ai été prise, voilà, comme j'ai été un objet, quoi, avec les personnes que j'ai eues. Oui. Et oui, bien sûr. Comme lorsque petite fille, évidemment, vous avez subi. Comme vous étiez un objet pour le désir un objet de désir pour votre agresseur, vous n'étiez pas en position de sujet, évidemment. Vous avez été happé, c'est le mot, donc oui. Donc je crois que c'est important parce que vous avez arrêté un moment particulier de votre analyse qui était évidemment où les choses pouvaient se dénouer, et à ce moment-là, bon, vous êtes reparti dans la vie réelle. Vous vous êtes confronté à la vie réelle, à des rencontres, et ces rencontres, je vous dis, ont réveillé cette peur, ces blessures, et donc vous pouvez retourner comme ça en thérapie, parler, et ça ne vous empêchera pas de revenir dans la vie réelle, mais plus apaisé parce qu'il y aura pas cette chape de plomb du passé. C'est là que vous aurez réparé cet enfant qui est en vous et qui demande à être réparé. Oui. Donc le chemin est encore n'est pas
Vous savez, quand il y a de telles blessures, de telles souffrances, Lucie, le chemin est forcément long. Hein. Oui. Évidemment. C'est vrai que ça peut paraître très injuste parce que évidemment on se dit là où d'autres ont pas peuvent mettre toute leur énergie pour avancer vraiment pour eux dans la vie et puis vous comme d'autres personnes comme ça qui ont été abusées doivent passer par ce temps de réparation. Bon, ça vous a pas empêché de rencontrer un homme aimant qui, ça vous a pas empêché de faire des choses dans votre vie et de tenter. Enfin, je veux dire, il y a de l'énergie chez vous. Il y a, voyez, mais oui, il y a un chemin à faire, à repasser par ce qui a été difficile pour vous, mais pour mieux continuer plutôt que de continuer à vous faire mal. Bien sûr. Ça serait dommage de continuer à vous faire mal. Oui. Parce que vous avez les capacités, vous voyez, rien que là, en parlant comme ça, vous associez. Oui. Si vous voulez, il y a eu vol, il y a eu effraction. Oui, il y a eu une partie de votre innocence, de votre enfance qui vous a été dérobée. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui vous poursuit aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est ça que je veux vous dire aussi. Et ça ne vous empêchera pas à tout jamais d'avoir une relation où vous pourrez vraiment vous positionner en tant que femme vis-à-vis d'un homme et pas seulement d'un homme qui sera plus parent comme à partir du moment où vous aurez réparé la petite fille. Oui. Et ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Oui. Et on dit qu'il ne faut pas prendre de décision lorsqu'on est en thérapie. Hein. Donc, voilà, parce qu'on peut prendre des décisions qui sont pas les bonnes, quoi. Donc, ça sous-entend que... Bon, ça dépend à quel moment on en est de sa thérapie aussi, parce qu'il y a des thérapies qui peuvent durer longtemps. Donc, ça veut pas dire, voyez, ça dépend quelle sorte de décision. Hein. Il y a des décisions qui sont plus importantes que d'autres. Voyez, c'est pas parce qu'on est... La thérapie n'empêche pas d'être dans la vie réelle aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est en thérapie qu'on ne doit plus rien vivre à côté. Oui. Peut-être dans les premiers temps, si vous voulez de la thérapie. Mais c'est vrai que pour le moment, je pense que c'est pas la meilleure des choses pour vous d'aller vous replonger dans Internet. Ouais. Ça, c'est certain. Ouais. Parce que vous risqueriez d'être finalement très angoissé. Bon, mais écoutez, je vous remercie pour ces conseils, Caroline. Voilà, ça me fait réfléchir et avancer aussi. Et je pense que je vais retourner voir mon psychiatre. Comme ça, je vais continuer mon chemin et en espérant un jour trouver la lumière, quoi. Oui, mais vous la trouverez. Oui, puis ce psychiatre vous a accueilli. Finalement, il avait un désistement. Il vous a reçu. Vous avez pu lui parler. Vous vous êtes senti bien. Donc, retournez. Oui, c'est une bonne idée. C'est positif. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a Sophie de Douai qui dit essayez peut-être de parler du plus profond de votre souffrance, ça vous délivrera. Il y a Isabelle qui dit faire l'expérience inverse, retourner vers votre passé, retrouver une part de vous volée. Bon courage à vous. Il y a aussi Renko qui dit je pense que votre deuil des difficultés de l'enfance n'est pas encore fait. Il faut en passer par là pour continuer une vie meilleure. Et puis Violaine qui dit Lucie a parlé de repartir avec son baluchon. Quelle vision elle a, mais bon courage à elle. Ben oui, on a parfois un baluchon plus ou moins chargé, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais bon, vous l'avez déjà un peu déchargé, hein. Donc, vous voyez, ça peut aussi aller plus vite que vous ne le pensez. Oui. Hein? Que d'espoir. Merci beaucoup, Caroline. Bon courage, Lucie. Je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir, Lucie. Au revoir.
On accueille Xavier, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Xavier. Donc, moi je vais vous appeler, je dois remettre les trucs un petit peu par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, je m'appelle Xavier, j'ai 28 ans, j'habite sur Nantes. Oui. Et j'avais appelé il y a quelques mois parce que en fait, je suis homo et j'avais du mal à me trouver quelqu'un. Oui. Et je vous avais appelé, vous m'aviez beaucoup conseillé à apprendre à relativiser énormément. Et le hasard de la vie a fait que quelques temps après, je me suis trouvé un copain. J'éprouve beaucoup de sentiments pour lui et c'est réciproque. Et le seul petit problème, si on peut dire ça ainsi, c'est qu'il n'est pas de France, c'est qu'il est américain. Et qu'il doit repartir dans quelques mois dans son pays. Et le problème en fait c'est qu'on a des sentiments assez forts et je me pose en fait quelques questions, c'est pour ça que je voulais essayer de joindre quelqu'un ou avoir des témoignages pour savoir si on me conseillerait si je peux partir avec lui, c'est le fait de lâcher toute une vie pour en recommencer une nouvelle avec les risques qu'il peut y avoir dans un pays que l'on ne connaît pas, où on ne pratique pas plus que ça la langue. Voilà. Ah, vous parlez pas bien anglais ? J'ai quelques un petit peu comme tout le monde, quoi. C'est un petit peu les bases en fait. Oui. C'est vrai, c'est vraiment les bases. Mais c'est pas, c'est vraiment ça en fait. Il doit repartir dans combien de temps ? Alors on est en février, dans 3 mois, 4 mois. Oh, ça vous laisse le temps de faire un stage intensif. Ça, je serais d'accord. Mais c'est plus surtout. Je vous prends en stage, Xavier, si vous voulez. Ouais. Pour l'anglais, hein ? Oui. Je vous sens dubitatif là. C'est une première petite option et je sais qu'il m'aide un petit peu aussi. Je pense que ça serait mieux avec lui. Mais voilà. Qu'est-ce que vous pourriez faire vous là-bas vous travaillez là actuellement ? Je travaille actuellement. En France, donc je travaille. Je suis dans un secteur où on va dire que j'ai la sécurité de l'emploi. Ça veut dire que je travaille dans la fonction publique de manière globale. Ah oui. D'une manière globale. Et le problème, c'est vraiment ça le problème, c'est que en fait, les questions que je me pose, c'est à double tranchant en fait. Soit en fait, parce que je sais qu'il y a des sentiments réels dans les deux cas. Il me l'a largement prouvé et je lui ai prouvé aussi. Et c'est le fait de soit en fait rester ici, donc ça veut dire arrêter parce que comme vous me l'aviez déjà conseillé, les relations à distance c'est vraiment pas ça, soit en fait rester ici et avoir des regrets de se dire que l'on passe peut-être à côté de la personne qu'il nous faut, ou le fait de partir et tout ce que l'on a construit en France depuis X années, que tout cela s'arrête aussi. Mais là, vous vous connaissez depuis combien de temps ? Décembre. Ouais, en même temps, c'est hyper court, hein. C'est très bizarre, justement. C'est la première fois que ça arrive, c'est que c'est très court. Normalement, en fait, de mon côté, il me faut beaucoup plus de temps pour ressentir des trucs, des sentiments. Sauf que là, en fait, Ah non, mais on peut être super amoureux, sur un petit nuage, je comprends, hein, tout de suite dans une rencontre, quoi, les premières semaines, les premiers mois d'une rencontre, mais après,
Là, c'est quand même un enjeu important de tout quitter. C'est-à-dire que vous auriez un travail pas stable. Bon, ça peut être une super expérience d'aller aux États-Unis. Et vous êtes dans quel domaine? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Mais là, c'est vrai que bon, étant dans la fonction publique, vous allez perdre votre sécurité de l'emploi. Vous pouvez vous mettre en disponibilité? Il paraît que c'est possible. Il paraît que c'est possible. Je sais pas trop comment, mais il paraît que c'est possible. Vous pouvez prendre un congé sabbatique, non? Ouais. Non, c'est pas. Il doit y avoir une possibilité, je pense. Pour essayer de voir, de voir comment est-ce que ça peut se passer. Mais c'est aussi par rapport. Enfin, c'est vrai. C'est vraiment. Comment expliquer ça? C'est vraiment aussi sur le principe de, en fait, lâcher tout ce que l'on a. Oui, je sais, mais je comprends, mais bon, moi j'ai l'air un peu comme ça. Je comprends que dans votre enthousiasme, vous dites, allez, je pars, j'aime cet homme, et bon, moi je suis évidemment plus prudente parce que je suis à distance, mais après tout. C'est quand même, il faut toujours un peu être vigilant dans ces situations, parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. Donc, ça peut être une expérience, mais renseignez-vous quand même déjà sur le plan professionnel, de voir ce qu'il est possible de faire. On ne sait jamais, ça peut super bien se passer, qu'à la limite vous fassiez votre vie là-bas, et que même d'ailleurs si ça marche pas avec ce garçon, vous vouliez rester aux États-Unis, bon, pourquoi pas. Mais c'est très risqué pour vous. C'est très risqué, je dirais pas très risqué. Il y a un risque. Donc si, imaginons au pire, que ça ne marche pas avec lui, qu'en plus vous rentriez, vous ayez plus votre travail, enfin, ça fait beaucoup. C'est pas la peine de, vous voyez, de tout planter. Donc si vous pouvez un peu assurer vos arrières, pourquoi pas? Ouais. Il y a Nejout qui dit, étant fonctionnaire, je me suis mise en disponibilité 1 an pour passer l'agrégation, donc c'est faisable. Il y a Ninon qui dit, est-ce prudent de tout lâcher si vite? Pourquoi ce ne serait pas lui qui viendrait en France? Je lui en ai déjà parlé. Je lui en ai déjà parlé. Et le problème, c'est que pour le cadre, bon, il faut voir le truc aussi, c'est qu'il est plus jeune que moi. Enfin voilà, c'est pas, il n'a pas 30 ans en moins. Il a en fait 6 ans de moins, 6 ans de moins que moi. Il a 22 ans, lui. Ouais, 22 ans, bientôt 23. Oui, jeune, Et pour la suite de ses projets, il ne peut pas, il n'a aucune possibilité de pouvoir rester ici, en fait. Rester ici. Et c'est vrai que je vais pas mentir, de mon côté, il y a plusieurs petits trucs qui font que j'ai envie de, je pense que peut-être au fond de moi j'ai aussi envie de découvrir un nouvel environnement que la France. Non, mais ça, moi, je comprends. Ouais. Attendez, vous êtes où actuellement? Vous voulez peut-être pas le dire? Comme ville? Oui. À Nantes. Ah ben oui, à Nantes, vous me l'avez dit. Ah, c'est pour ça qu'il y a Daniel de Nantes, là, qui a téléphoné au 3921, qui dit, ah oui, Caroline exagère ce soir, hein, proposer des cours d'anglais à un Nantais, elle est franchement pas la mieux placée pour donner des cours d'anglais. Laurent Ruquier, lui, pourrait donner des cours d'anglais, parce qu'il a un très bon anglais. Oui, mais Daniel, ça serait pas Daniel qui vient, qui est présente à toutes les émissions de Laurent Ruquier? Mais d'ailleurs, je me demande comment, si elle habite Nantes, comment elle fait pour être présente à toutes les émissions.
Oui, Europe 1 est allé à Nantes, ça je sais, Fifi, mais Danielle, elle est là tous les jours, donc elle peut pas, si elle est à Nantes, ou alors, je sais pas, peut-être que, enfin, on va pas, je sais pas quelle est la vie de Danielle non plus, qui assiste tous les jours à l'émission de Laurent Ruquier. J'aime beaucoup Laurent Ruquier, j'adore son émission, je l'écoute tous les jours. Enfin, Laurent Ruquier parlant très bien anglais, il parle anglais comme moi, hein. Je crois que on est à peu près le même niveau, Laurent et moi, hein. Je veux pas dire, hein, mais bon, par ailleurs, j'adore ce qu'il fait, mais bon. Voilà, question anglais, Daniel, non. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, Xavier? Je vais être franc, j'écoute son émission quasiment tous les jours et je l'ai très peu entendu, donc... Oh, vous voulez pas vous prononcer, quoi, si je comprends bien, hein. J'aimerais bien me prononcer, mais non. Ouais, je vois ça, hein. Ouais. Plutôt prudent, hein. Bon, bah écoutez, moi je vous dis, il parle anglais comme moi, c'est tout. Voilà. D'accord, ok, vous avez raison, là. Vous avez raison. Alors on va passer un peu de musique anglaise ou quoi? Ah non, c'est Pierre Souchon. Alors, on va passer un peu de musique, et puis on aura peut-être des réactions, hein, des gens qui ont tout quitté, qui sont partis à l'étranger, comme ça pour un grand amour. Peut-être après le journal, donc restez avec nous, Xavier. À tout de suite. Merci beaucoup. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Ensemble et en direct jusqu'à 1h. La ligne est ouverte au 39 21 et pour toutes vos réactions, il y a les SMS au 7 21 21 code nuit et les courriels sur le site dublanche.europe1.fr. Et beaucoup de réactions qui arrivent pour vous, Xavier. Alors Xavier, vous avez 28 ans, vous êtes fonctionnaire à Nantes et vous avez rencontré en décembre un jeune homme de 22 ans qui est américain et qui doit repartir au mois de mai-juin, c'est ça, aux États-Unis? Ouais, c'est ça, vers mai-juin pour le moment, voir un petit peu après, mais c'est pas sûr. Et alors, il vous a proposé de repartir avec lui? On a envisagé ça tout le temps. On a envisagé ça tous les deux, ouais. D'accord. Il est partant quand même, lui, hein, pour ça. Hein? Il est partant, lui. Je vais être franc avec vous, c'est plus moi qui me rend compte que dans un sens je ne veux pas le lâcher. Ah oui, non mais ça compte, hein, Xavier, voilà, parce que vous voulez peut-être pas le lâcher vous, certes, je vous comprends, mais voilà. Mais lui. Et si on doit faire un pourcentage, je peux dire à 90-95% que c'est pareil. Bon. Et je pense que quand vous êtes avec, enfin que ce soit homme ou femme bien sûr, et que vous êtes sur une relation où l'autre vous montre largement, enfin je pense que l'on peut largement exprimer les sentiments sans pour autant les dire à proprement parler. Non, mais attendez, là, d'accord, il s'agit pas seulement d'exprimer les sentiments. Moi, je pensais, mais peut-être un peu trop vite, qu'il vous avait dit, écoute, Xavier, à ce moment-là, pourquoi tu ne repartirais pas avec moi aux États-Unis? Je vais dire ça autrement, je lui en ai parlé, il m'a dit ouais. Il m'a dit oui, que l'on puisse par exemple essayer de voir par exemple si je peux bien sûr de mon côté, mais normalement pendant les vacances essayer quelques semaines. Ah oui, mais ça c'est différent, voilà. Hein. Voyez, vous êtes prêt à plaquer votre boulot, tout. Alors justement, il y a des réactions. Non, mais ça c'est différent, hein, parce que j'ai l'impression que vous vous emballez un peu, Xavier. Je sais pas parce que voir pendant des vacances, c'est pas aller vivre là-bas.
Non, non, justement, et c'est vraiment se servir des vacances. Oui, mais c'est déjà plus raisonnable. Alors, il y a des auditeurs d'ailleurs qui envoient là un petit SMS qui dit prenez d'abord des vacances aux USA avec lui, 1 mois, et vous en saurez déjà beaucoup sur lui, sur vous et sur les USA. Et puis il y a Marinette qui dit pourquoi ne pas commencer par passer 1 mois là-bas, par exemple, afin de pouvoir faire marche arrière si cette nouvelle vie ne vous plaît pas. On a également, attendez, alors il y a Prunelle trouve que vous allez trop vite, qu'il faut réfléchir, et elle dit vous risquez de devenir pesant si vous ne travaillez pas. Zazou, elle dit c'est de ne pas vivre votre expérience qui est risquée. Go Xavier, faites le sac à dos. Le subversif dit l'Amérique, les grands espaces, les plaines sauvages, les hordes de fougueux mustangs, leurs crinières giflant leur cuir lisse et luisant dans la poussière autour. Bon, il est en plein délire là, le subversif. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive par SMS? Sergio dit j'en connais qui ont quitté leur Corrèze natale pour notre plus grand bonheur. Alors go, si vous n'y allez pas, vous le regretterez peut-être. Oui, mais enfin, j'ai moins pris de risque quand j'ai quitté ma Corrèze quand même pour venir à Paris. Oui, alors Zazou disait prenez quand même une année sabbatique et vivez l'expérience. Loulou nous envoie un petit courriel pour dire un congé sabbatique est la meilleure solution. Il faut juste que vous demandiez cela au cas où ça ne marche pas. Comme ça, vous aurez une porte de sortie. Nelly dit, est-ce que votre ami serait prêt au même sacrifice? Gabriel, c'est un garçon, dit, mon copain est italien et je me suis mis à l'italien à fond. Je le parle couramment maintenant. Enfin, si vous avez vraiment envie de le suivre, vous ne poserez pas le problème de la langue, vous vous adapterez. Je pense qu'il serait plus sage de se garder une solution de secours, un emploi sûr dans l'administration par exemple, et attendre de voir sur du plus long terme. Et on accueille maintenant Michel qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi je pense que Xavier a de la chance d'être dans l'administration, ce qui lui permet de prendre ce qu'on appelait à mon époque une disponibilité, ça peut être changé de nom, mais ça lui permet de vivre quelque temps aux États-Unis, de voir ce qu'il en est non seulement pendant les vacances, parce que les vacances c'est très bien, mais il n'y a pas que les vacances. Et puis bon, si ça va pas, il peut revenir en France et il retrouve son travail, ce qui n'est pas négligeable. Je suis peut-être un peu vieux jeu, mais enfin, je pense que c'est raisonnable. Oui, moi je suis assez d'accord avec vous. Hein. Oui. Oui, parce qu'il a le temps. Je ne sais pas comment on fait maintenant. Le temps qu'on peut prendre, si c'est 3 mois ou par 6 mois, j'en sais rien. Mais enfin, il faut qu'il reste quand même quelques mois pour se rendre compte. Et pendant, moi, je trouve des périodes de travail. Parce que les vacances, c'est beau, mais ça ne dure pas tout le temps. Mmh. Moi, c'est mon opinion. Et je voulais savoir aussi, supposons, on va vraiment dire, supposons que je décide de rester là-bas, c'est vraiment une hypothèse, comme c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à l'entourage comment est-ce que l'on peut faire accepter, bien sûr, ou à l'entourage que l'on ait décidé de faire ça sans éviter qu'il y ait justement des personnes qui nous disent mais c'est la plus grosse connerie que tu fasses, tu as tout ce qu'il faut ici, tu trouveras bien, comme ce sont des discours que j'ai déjà entendus, c'est pour ça, tu trouveras bien d'autres personnes, tu n'as pas besoin de t'exiler autre part. Mais c'est qui l'entourage? Il peut y avoir simplement en fait certains amis qui m'ont. Oui, ça, écoutez, les amis, voilà, pourquoi faut-il les convaincre à tout prix? C'est votre vie. La famille aussi, sans me le dire directement, c'est ce qu'ils m'ont largement fait comprendre.
que justement du principe que j'ai du boulot, que j'ai un boulot stable ici. Oui, mais ça se comprend. Voilà. Enfin, moi, Voilà. je comprends la réaction peut-être de vos parents, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que vous vous emballez un peu vite, et quand même ce qui me préoccupe un petit peu. Alors, c'est vrai que je suis désolée, je refroidis un petit peu l'ambiance par rapport aux auditeurs qui disent ah oui, allez-y, go, foncez. Écoutez, ce jeune homme-là, en plus, vous dites que ça vient plus de vous, en plus de dire moi je te suis, que de lui pour le moment. Donc attention. Vous voyez, lui, il vous parle de venir le voir pour des vacances, mais de là à s'installer ensemble aux États-Unis, c'est pas un projet encore bien construit. Vous vous connaissez depuis seulement décembre. Donc vous avez certes envie de voyager, ça vous fait rêver, vous êtes très amoureux, mais c'est pas une raison pour tout planter. Alors je reçois un mail de Christiane qui dit « Je me permets d'intervenir parce qu'on ne peut pas s'installer aux États-Unis comme ça. Quand on y va, on a le droit à 90 jours, sinon il faut un visa. Ma fille qui faisait ses études là-bas a épousé un Américain. Elle a dû rester plus de 6 mois sans voyager. Elle pouvait partir mais pas revenir. » Et justement, on accueille Laurine. Merci beaucoup Michel de votre réaction. Oui, bonsoir. Merci. Bonsoir Laurine. Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. Je me permets d'intervenir parce que moi, mon fils a fait le grand saut il y a 15 ans pour partir travailler aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'on ne travaille pas comme ça, que la vie est très chère. Il faut 3 ans pour obtenir la carte verte. Ben oui. Il faut pas qu'il parte en vacances, mais surtout pas qu'il se lance comme ça, parce qu'il ne peut pas être à la charge de son ami là-bas. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs, votre ami là-bas Moi, c'est mon fils qui est là-bas. Non, mais pardon, Laurine, je demandais à Xavier ce que fait votre ami. Il voudrait en fait il en fait totalement fini ses études, et il voudrait en fait se lancer dans la carrière d'écrivain à la base. D'écrivain et avec en fait comme un projet de secours pour faire en fait de la traduction français-anglais. Ouais, mais il peut pas. Donc il vit chez ses parents là ? Actuellement, oui. Ouais, mais vous allez pas débarquer chez les parents alors ? Alors, ce qu'on a envisagé dans l'immédiat, c'est vraiment dans l'immédiat, c'est qu'en fait pendant quelques temps, pour voir comment est-ce que cela se passe déjà, que je loge en fait chez eux aussi. Oh là là. Dans l'immédiat, Mais vous vous rendez compte, la tête des parents, ils seraient peut-être pas ravis non plus. Ah à ce que j'ai compris, si. Justement, si. Oui, enfin ça, vous les avez pas rencontrés non plus. Ouais. Non, enfin c'est quand même un peu hasardeux. Hein. Bon, enfin, pardonnez-moi, Laurine, je vous ai interrompu. Non, pas du tout. Non, mais justement, moi je trouve ça très hasardeux. Parce que dans quelle région des États-Unis il veut aller ? L'Est. Ah oui. L'Est, vers plus ou moins New York. Eh ben oui, moi mon fils vit à New York depuis 15 ans. Mais je vous jure que la vie est difficile là-bas. Enfin difficile. Oui, elle est d'abord très chère. Alors si vous avez des économies, ça va fondre assez vite. Faut quand même aussi penser. Et puis le logement est très cher. Bah oui. Puis il y a une crise terrible là en ce moment. Il y a une crise épouvantable. Pour trouver du travail, il y a un chômage quand même épouvantable. Et il faut quand même penser qu'ils n'attendent pas après nous petits Français pour. Ils favorisent d'abord les leurs. Et pour trouver du travail, c'est très 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 difficile. Il faut avoir des références, on ne s'aventure pas dans ce pays-là comme on peut par exemple, vous allez en Italie, n'importe où dans les pays européens, ça pose pas beaucoup de problèmes. Mais là, ça en pose énormément. Il faut justifier votre identité, votre adresse à tout bout de champ.
c'est quelque chose d'assez effrayant au niveau sécurité, au niveau... faut vraiment que ce monsieur fasse très 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 attention. Bon, c'est vrai que New York, dans le style où il veut vivre, c'est l'endroit rêvé, parce que moi, mon fils est dans la couture, donc il est dans ce milieu de olé olé, quoi. Bon, pour lui, je touche du bois, ça marche bien. Mais il y en a autour qui galèrent. Hein. Alors, on ne peut pas se lancer sans avoir bien assis ses arrières, bien. On ne part pas comme ça. Non, c'est pas possible. Non, ce sont les États-Unis. Il y a un visa de tourisme, de 3 mois. Après, oui, puis l'obtention de la carte verte, il faut pour la carte de travail, il faut attendre à peu près 3 ans. Oui. Et c'est vraiment très long. Il faut faire jouer les avocats, C'est pas du tout la même façon de vivre qu'on peut avoir ici. C'est vraiment quand on y est installé, c'est super. Mais ça, on peut pas. Moi, mon fils, quand il est parti, il avait votre âge, il avait 28 ans. Enfin, il avait une place, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il ne pouvait pas arriver sans rien. Hein. Le moindre loyer à New York, vous allez payer $3,000. Oui. Hein, oui, je crois qu'il faut. Bon, désolé, Xavier, mais bon. Désolé de lui casser un peu votre rêve, mais je crois que vous êtes un peu sur un petit nuage là. Oui, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous rendiez compte. Qui se rend pas compte des difficultés qu'on peut avoir là-bas, parce que même son ami qui n'a que 22 ans a toujours été chez ses parents, il n'a pas eu le souci de survivre ou de choses comme ça. Mais malheureusement, quand on est étranger, ça se passe pas comme ça. C'est pas aussi clair et net. Voilà, faut qu'il réfléchisse énormément et que s'il s'engage à partir, ce que je conçois, parce qu'après tout, on part pas comme ça sur un coup. Même en vacances, on n'a pas du tout la notion de ce que c'est. Si on part en vacances, moi j'y vais régulièrement. Hein. Bah évidemment, moi je vois que le bon côté de la chose, c'est super. Mais faut voir que c'est une ville qui est très 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 difficile. Le travail est intense, les gens passent un temps fou dans les transports, puis c'est onéreux, la vie est très chère. Oui, on voit que vous connaissez bien. Écoutez, merci beaucoup, Laurine. Je vous en prie, et je souhaite quand même plein de bonnes choses à votre auditeur, parce que mais surtout qu'il réfléchisse, on s'embarque pas comme ça. Non, puis pas au bout de 2 mois, vous connaissez depuis 2 mois, laissez-le repartir, vous irez pour des vacances, je crois, au début, puis vous verrez bien un peu. Oui, parce qu'il y a une grosse communauté d'homosexuels là-bas, et ce sont des gens qui vivent sur un grand pied en principe, et les autres n'ont plus beaucoup de place. Hein. D'accord. Oui. Alors, il y a Sébastien d'Alençon qui dit « Je suis gay aussi, je suis parti en Angleterre pour un homme, résultat fiasco au bout de 15 jours. » Alors, méfiez-vous, Xavier. Oui, parce que ils n'ont pas même la même mentalité que nous, les sentiments, tout ça, c'est pas placé pareil. Vous savez, là-bas, faut presque mettre son bulletin de paix sur sa porte, hein, pour être considéré. Amacris dit « J'ai connu quelqu'un qui était pourtant diplômé universitaire, parfaitement bilingue et qui n'a jamais réussi à décrocher la fameuse carte verte. » Ah oui. Voilà. Bon. Allez, merci beaucoup, Laurine. Au revoir. On a fait un peu le tour, mais je crois que c'est un peu, ça reste un peu flou. Il y a quand même beaucoup de choses à voir auparavant. Hein. Donc ça voudrait dire que peut-être simplement dans l'immédiat que j'attends un petit peu, que je vois comment est-ce que cela Vivez se passe. votre relation pour le moment et vous verrez bien comment ça évolue jusqu'au mois de mai-juin. Et puis après, bien, vous pourrez prévoir un séjour pendant les vacances. Voilà, prenez votre temps. Mais là, c'est trop précipité parce que on quitte pas tout comme ça. Parce que d'abord, c'est compliqué de s'installer là-bas. Et puis sans travail, votre ami sans travail, vivant chez ses parents. Enfin, c'est le meilleur moyen que votre relation ne fonctionne pas, se heurte à des difficultés dans le quotidien. Manu dit le rêve américain risque de se transformer en cauchemar. Il a pas tort, hein. Il a pas tort, quoi. Il y a rien qui peut mettre en l'air une relation que d'être comme ça, un peu dans une panade au quotidien.
Ok, bon on va enfin, bonne chose quand même pour votre histoire, hein, Xavier. Ouais, ok. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter un petit truc, spécialement pour Europe 1, vite fait. Je voulais vous remercier, vous, Caroline Dublanche, parce que la dernière fois que j'avais appelé, vous m'aviez beaucoup aidé. C'est ça, et dans un sens, ça a commencé à bien porter ses fruits. Enfin, ça a commencé en tout cas. Donc voilà, on verra bien la finalité, mais je voulais vous remercier tout particulièrement et remercier l'équipe d'Europe 1 pour l'accueil et pour la sympathie en tout cas. Ah c'est gentil, Xavier. Ce soir, je suis désolée, on a été moins optimiste, mais bon, je vous dis, rien n'est. Je crois que ça demande quand même un peu à être un peu plus mûrement réfléchi. Voilà. Ouais. Alors il y a Fab d'ailleurs qui envoie un message en disant il peut très bien travailler dans une entreprise française là-bas. Vous noircissez beaucoup, je trouve, dit Fab. Bon. Et puis alors il y a Georges, lui. Alors Georges là, il fait un retour, il est Bougon de chez Bougon, mais bon, je crois qu'il y a certaines personnes qui doivent le penser. Il dit ah non, alors franchement, hein, parce qu'on parlait de congé sabbatique, il dit si on commence à payer des fonctionnaires pour qu'ils se mettent en disponibilité pour aller vivre leurs amours aux États-Unis, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, nous dit Georges. mais je pense aussi qu'il faut peut-être essayer d'être dans le contexte aussi. C'est peut-être, même si c'est vrai que dans un sens vous avez peut-être raison, que je peux peut-être aller vite et malgré les sentiments qui sont là en fait, concrètement ils sont là. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un moment où on a envie de changer totalement d'environnement, quoi. Bien sûr. C'est peut-être justement aussi ce qu'elle peut-être que c'est aussi ce cap-là qui me fait poser quelques questions, quoi, aussi. Le fait d'accepter éventuellement de changer d'environnement, ça doit jouer aussi sans le vouloir, mais voilà, on verra bien. Allez, bonne chance à vous, hein, Xavier. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Au revoir. Nico du 88 qui dit merci à l'équipe de la programmation musicale pour la nostalgie avec Kim Carnes. Ça me rappelle les vinyles de mes sœurs dans les années 80. Et puis le subversif qui dit les fans en nombre de l'inénarrable Georges se régalent de ses sorties réac avec une égale délectation. Allez, on accueille maintenant Béatrice. Bonsoir. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Moi, je vous appelais pour avoir quelques éclaircissements au sujet d'un phénomène qu'on appelle, je crois, le burn-out. Oui. Donc, ma sœur, si vous voulez, souffre, semble-t-il, de burn-out. Donc, elle est, si vous voulez, cadre dans une grande entreprise. Alors, le burn-out, c'est, donc c'est un terme anglais, surchauffe, quoi. Hein, c'est ça, surchauffe, c'est-à-dire nous, on dirait le stress au travail, l'épuisement, qui crée un épuisement nerveux, lié au travail, hein. C'est exactement ça, ce dont il s'agit. Vraiment un épuisement. Alors, voilà. Alors, pour vous expliquer, c'est passé de la façon suivante, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est tout à fait, maniaque, qui est très attentionné à son travail, qui s'investit beaucoup dans son travail. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est cadre dans une grosse entreprise privée. Oui. Et donc, si vous voulez, personne au niveau de son entourage, semble-t-il, ni professionnel, en tout cas privé, sûrement pas, ne s'est aperçu de quoi que ce soit. Tout semblait aller parfaitement. Et du jour au lendemain, sans prévenir, elle est tombée très très gravement malade. C'est-à-dire que si vous voulez, mais ça s'est vraiment passé du jour au lendemain. Si vous voulez, la veille, elle était à son travail, elle faisait tout très normalement, et un matin, elle n'a pas pu se lever, elle n'a pas pu aller travailler, elle n'a plus rien pu assumer de sa vie quotidienne. C'était
c'était fini, elle ne pouvait plus rien faire. Et donc là, ça fait quelques semaines maintenant qu'elle est dans cet état. Qu'est-ce qu'elle a enfin, vous dites qu'elle est tombée gravement malade, c'est-à-dire rien. En fait, si vous voulez, tous les examens ont été faits. On a fait des examens qui n'ont pas révélé quoi que ce soit. Aucune anomalie n'a été décelée, si vous voulez. Oui, dans ces analyses médicales. Voilà, il n'y avait rien. Tout a été fait dans les règles, d'après ce que... Non, parce qu'il y a parfois des gens qui déclenchent des pathologies. Tout à fait, oui. Ouais. Mais là, semble-t-il, rien du tout. C'est passé de manière... si vous voulez, quand vous dites qu'elle ne peut pas se lever, c'est-à-dire que c'est un état de fatigue, d'épuisement. Extrême, voilà. Oui, tout à fait. Donc elle n'arrive plus, si vous voulez, je vous dis, à faire face même aux petites choses du quotidien. C'est vraiment dramatique. Et donc, qui plus est, elle ne veut plus voir personne. Et c'est un petit peu, si vous voulez, tout ça qui me pose question. Et moi, je vous appelais aussi pour savoir ce que vous pensiez, ce qu'on venait de faire, si vous voulez, par rapport à son entourage. Et aussi, peut-être, je me disais que peut-être certains auditeurs avaient eu des expériences de ce type et pouvaient dire comment ça s'était passé, et ce qu'il convenait de faire. Oui, vous souhaitez des témoignages. Oui, parce que, si vous voulez, moi, je ne connais pas du tout ça. Je ne connais pas trop, si vous voulez, non plus tout ce qui est dépression, tous ces problèmes. Et je n'ai pas l'impression du tout qu'elle est dépressive. En tout cas, elle n'a jamais donné l'impression d'être dépressive, si vous voulez, dans sa vie. C'est pas quelqu'un qui a eu des problèmes jusqu'ici. Et quand même, à passer 50 ans, en principe, je veux dire, on a pu le voir. Si quelqu'un donnait des signes, je pense, de dépression, là, c'était absolument pas le cas. Elle a eu des épreuves dans sa vie, comme un certain nombre de personnes. Mais je veux dire, c'est quand on arrive à cet âge, mais jamais, si vous voulez, elle n'a eu de dépression ni quoi que ce soit. Et là, tout soudain, elle se retrouve incapable, je veux dire, non seulement de faire son travail, mais même de faire face à son quotidien. Donc là, pour le coup, on s'interroge. Et la question que je me pose, c'est par exemple, quand elle dit qu'elle ne veut voir personne, est-ce qu'il faut quand même aller la voir, par exemple? Est-ce qu'il faut tenir compte de ce qu'elle dit? Non, elle a un conjoint, qui n'est pas son mari, mais qui est peu importe. Oui. Mais disons qu'elle vit avec quelqu'un, oui, donc elle n'est pas seule. Donc, elle, avec lui, comment est-elle? Eh bien, il y a des hauts débats, d'après ce que lui me dit, mais c'est pas simple, quoi. Oui, je pense que pour lui, c'est pas simple à vivre au quotidien. Elle a fait dire donc par son conjoint qu'elle ne voulait voir personne. Voilà. C'est-à-dire que quand on téléphone, elle ne répond pas, et s'il lui répond, c'est non. Elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas parler aux gens. Elle ne veut recevoir personne. Si on vient sonner à la porte, elle n'ouvre pas. Ou alors, s'il est là, pareil, elle ne veut voir personne. Elle veut rester. Quelle relation avez-vous avec elle habituellement? Oui, on est assez proches. Je suis la seule qui réussit à la voir pour l'instant, mais très peu. Vous la voyez quand même? Mais peu. Je l'ai vue seulement 2 fois. Donc, comment ça s'est passé lors de ces 2 fois? Ça s'est passé pas trop mal, mais je pense que je suis tombée plutôt à des bons moments, parce que semble-t-il, ça, donc son conjoint qui me l'a expliqué, il y a des hauts débats, si vous voulez. Là, elle est en traitement, donc parce que le médecin a donné. Mais si vous voulez, elle voit quand même un médecin, son médecin traitant. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, elle est suivie par son médecin traitant, qui semble-t-il est un bon médecin, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais donc, si vous voulez, le médecin, lui, a donné un traitement médicamenteux. Alors les noms, je peux vous dire que moi, ça ne me dit rien. Non, mais de toute façon, vous pouvez pas me donner les noms, parce qu'on peut pas faire de publicité pour les médicaments. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un traitement simple. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Traitement d'antidépresseurs, je ne sais pas du tout, mais moi, je ne sais pas. Parce que moi, là,
connais vraiment pas ce domaine. Bon, en tout cas, elle a un traitement. Voilà, elle a un traitement. Et puis, donc là, ça fait... Elle a accepté de voir son médecin. Voilà. Donc là, ça fait quelques temps, donc elle prend ce traitement. Et si vous voulez, il n'y a pas d'amélioration spectaculaire. Mais bon, d'un autre côté, le médecin dit, bon, le point positif, c'est que le traitement, elle le supporte. Donc il semblerait que ça, ce soit un point positif. Mais d'un autre côté, c'est un généraliste. Et moi, pardon, je me demande si il ne serait pas bon, dans un cas comme ça, de voir un psychothérapeute, je ne sais pas, ou un psychiatre, je ne sais pas, et ça ne serait pas nécessaire, en fait, plutôt que de se contenter d'un médecin généraliste. Mais d'un autre côté, est-ce que ce n'est pas à lui de dire, voilà, il faut passer à une étape suivante, ou est-ce qu'il le fera quand il sentira que c'est le bon moment, peut-être aussi. Hein. Mais je pense que c'est mieux que, étant donné un petit peu la façon dont elle réagit, que ça vienne de son médecin. Oui. Alors, bon, tous ne le font pas, hein, malheureusement. Mais s'il a une bonne écoute, bon, c'est déjà important. En principe, il devrait à un moment l'orienter vers quelqu'un de plus spécialisé. Oui. Mm-hmm. Parce que ça serait bien qu'elle puisse un peu parler quand même de ce qui lui arrive. Oui. Parce que tout d'un coup, cette incapacité-là, à ne plus pouvoir rien faire, elle qui était comme ça aussi investie dans son travail, enfin soumis certainement à un rythme de travail assez effréné. Oui, ce que vous dites est tout à fait exact, mais je voulais quand même dire aussi que il n'y avait pas là derrière, ça j'en suis convaincue parce que je connais aussi un petit peu un certain nombre de gens qui travaillent dans cette entreprise. C'est pas, si vous voulez, le genre d'entreprise où il y a du harcèlement moral ou des choses de ce type. Hein. Je dirais là, c'est absolument pas le cas. Hein. Ça ne vient pas, si vous voulez, de pression hiérarchique ou de, voyez-vous. De contraintes comme ça. Non, mais je parlais pas forcément de harcèlement moral, mais non, mais je parlais de contraintes. Pour rapport aux auditeurs aussi, pour bien situer la chose. Ça n'a rien à voir. Je parlais parfois en termes de rythme de travail. Ah oui, mais ça, oui, en revanche, ça c'est tout à fait exact ce que vous dites. Oui. Là, pour le rythme de travail, oui, c'était un rythme effréné, ça c'est clair. Il peut y avoir un rythme, comme le dit le subversif, une question de rentabilité. C'est-à-dire que c'est ou dans un temps de plus en plus court, de plus en plus réduit, où il faut être de plus en plus performant, où il faut être, où on est saturé, où les personnes sont saturées Et puis je crois en plus qu'elle aime passionnément son travail, donc ça aussi, si vous voulez, ça joue. C'est-à-dire que peut-être aussi qu'on a plus de facilité à prendre de la distance quand on fait un travail. Certainement. Et quand on est complètement passionné, je pense qu'on peut se laisser piéger. À mon avis, hein, peut-être je me trompe, mais plus facilement. Alors, il y a, si vous voulez... Bon, vous avez dit, il y a une question de Louison qui dit quelle est la différence entre un burn-out et une dépression. C'est une bonne question. Oui, mais je voulais vous la poser, oui. C'est une bonne question parce que, bon, si vous voulez, le burn-out, c'est un terme qui nous vient, comme son nom l'indique, hein, quand même des anglo-saxons. Alors eux traduisent ça effectivement par, je vous dis, un épuisement nerveux, je vous dis des échauffements. Enfin, ça se traduit par physiquement, tout d'un coup, comme si le corps, l'organisme, enfin c'est pas comme si l'organisme n'en peut plus, quoi, se crame littéralement, est brûlé et complètement épuisé. Mais on peut pas séparer comme ça le corps, la psyché, le soma. Hein.
Donc évidemment que le psychisme est souvent dans le même état, mais que le corps nous avertit parfois avant, et puis qu'il est plus facile ou plus toléré de craquer physiquement que psychiquement. Oui. Donc, surtout pour des gens qui ont du mal à élaborer, à verbaliser. Donc, la frontière est quand même très mince. Et vous parliez tout à l'heure, vous disiez, mais c'est quelqu'un qui a surmonté jusque-là beaucoup d'épreuves et qui a tenu, qui n'est pas sujette aux dépressions. Mais la dépression, elle peut nous tomber dessus, quel que soit notre âge. Alors, même si elle n'a pas un terrain jusque-là dépressif, elle peut, si vous voulez, sur un état physique épuisé, il peut y avoir une telle fatigue qu'à un moment, elle craque, littéralement. Donc, il faut déjà, évidemment, du repos, un peu de mise à distance, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle ait des idées noires, un sentiment d'incapacité, mais il y a quand même une perte de l'élan vital. Il y a quand même, vous voyez, quelque chose, vous dites à un moment, elle peut plus se lever. Oui. Et sur un plan biologique, on ne trouve rien qui montre, enfin, qui dirait pourquoi il y a une telle fatigue. Oui. Donc il y a quand même aussi une fatigue à la fois psychique et physique. Mais il n'y a pas forcément une douleur morale, des idées noires, un sentiment d'être inutile. Bon, pas forcément. Ça dépend. Je ne sais pas. Si vous voulez, là, ce qui se passe, mais ça, c'est une conséquence de l'état dans lequel elle se trouve. C'est que, bien sûr, là, pour le coup, elle se demande si elle va réussir à retrouver son énergie, sa vitalité. Vous voyez, donc, bien sûr, là, elle est complètement, pour le coup, mais c'est un peu logique. Quand on ne peut plus rien faire, effectivement, quand on est malade, on ne peut plus rien faire. Chacun sait qu'on est déprimé, quoi. Surtout quand on est très actif par ailleurs. Donc, ça c'est un peu la logique. Mais si vous voulez, la veille, enfin, ou quelques jours avant, elle n'était absolument pas déprimée, ni ne donnait aucun signe. Non, mais ça vous, non, oui, mais là, elle ne donnait en apparence aucun signe. Oui, mais vous imaginez bien que la veille, oui, qu'est-ce que ça veut dire la veille ? Ben non. Ouais. On peut le penser quand même. Ouais. Pour que le lendemain, elle soit dans cet état-là. Ouais. Ça lui est pas tombé dessus. Oui, ça lui est tombé dessus comme ça, mais enfin, ça se prépare quand même. Hein. Oui. Vous voyez, il y avait certainement un grand stress intérieur, il y avait quelque chose qui couvait depuis un moment, mais qu'elle ne peut pas verbaliser. Oui. Dont elle n'avait pas conscience, en fait. Je ne sais pas, qu'elle ne verbalisait pas. Voilà, mais ça vous tombe pas dessus comme ça. Ça tombe, ça se révèle, ça apparaît par des symptômes. Mais c'est présent, simplement, c'est pas élaboré, c'est pas verbalisé. Ouais. On va accueillir, vous souhaitiez des réactions, hein. Il y en a qui arrivent. On va avoir Nadie, on va avoir Pascal. Bonsoir Nadie. Nadie ou Pascal, Nadie, alors. Oui. Bonsoir Nadie. Bonsoir, je me permets d'intervenir parce que cette situation m'est arrivée personnellement et je peux confirmer que la veille, j'étais à mon travail aussi très très active avec un poste très important et je me suis retrouvée, comme m'expliquait cette dame, au fond de mon lit un matin sans pouvoir poser le pied par terre et je me suis retrouvée absolument épuisée moralement, physiquement, dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais je donne espoir parce que maintenant cela fait 4 ans, 5 ans et j'ai repris pas une vie professionnelle normale, non, j'ai jamais pu reprendre mon travail, mais j'ai pu reprendre une vie privée tout à fait normale. Mais ça demande beaucoup de patience et l'entourage, c'est vrai, se trouve... mon mari s'est trouvé un peu perdu par rapport à mon attitude parce que c'est vrai que on ne peut pas réagir dans ces cas-là.
Il faut essayer de lâcher prise, se faire aider par bien sûr des traitements, des médicaments, avec un psychiatre. Je continue à me faire aider. Et ce qui m'a beaucoup aidé, moi, ce sont des cures thermales de détente, déstressantes, reposantes pendant 3 années de suite. Et c'est ce qui m'a permis de retrouver mon équilibre, de retrouver la santé. J'ai eu quand même des soucis de santé aussi en même temps, mais c'est vrai que sur les premiers mois, je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus aller dans des magasins, je ne pouvais plus voir pratiquement personne. Et ça, c'est vrai que c'est très douloureux, c'est très difficile. Mais je donne espoir parce que c'est possible. On peut retrouver goût à la vie, on peut retrouver... Et c'est un peu comme vous expliquiez, une espèce comme une batterie de voiture qui se trouve complètement à plat. C'est cette impression qu'on a et qui s'est complètement épuisée et qu'il faut arriver à recharger, mais très très lentement, avec ça beaucoup prend de du patience. Et puis surtout avec l'aide de l'entourage. Voilà, mais il faut garder espoir parce que c'est possible. Oui. Mais dans votre cas, c'était vraiment lié à un surcroît de travail, Absolument, c'était professionnel. Il y a une radio qui est allumée là. Pardon, oui, attendez, je vais l'arrêter. Oui. Pardon, ça y est, je vous entends. Ça y est, excusez-moi. Oui. C'était absolument professionnel. C'était un engagement très important, beaucoup de responsabilités. C'était presque du 24 heures sur 24, et j'étais très, très, très impliquée dans mon travail. Et pour moi, c'était important, et j'arrivais à assumer. Et à aucun moment avant, je n'ai eu, j'ai eu même j'ai pu deviner qu'il allait se passer cette chose-là, quoi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas craqué du tout avant, jamais. Oui. Mais aujourd'hui, vous analysez ça comment? Vous vous dites, j'ai fait une bêtise, je me suis trop, sur le moment, je me suis dit, mais je suis incapable, je ne peux plus, j'ai culpabilisé au départ. Oui. Parce que je me suis dit, mais je suis pas capable d'assumer la responsabilité, la charge de travail que j'ai. Et après, avec elle s'est dit Attendez, on va avoir d'autres témoignages. Je voudrais vraiment qu'on accueille également Pascal. Merci beaucoup, Neddy. Bonsoir. Merci, Neddy. Au revoir. Bonsoir, Pascal. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu la même chose. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je travaille, je suis assistante de direction. Je travaillais dans des groupes internationaux et j'avais beaucoup de travail. Et puis, je me donnais à fond parce que je suis quelqu'un de consciencieuse. Et puis, en fin de compte, donc, je travaillais tout le temps. Et en fait, je me suis aperçue que la pression, je me la mettais aussi moi-même. Parce que même s'il y avait beaucoup de travail, je voulais que ça soit bien fait et que ça soit parfait. Donc, à un moment donné, le corps n'a plus suivi, puisque je voyais depuis des semaines que j'étais fatiguée, que j'avais des muscles qui se tétanisaient, mais bon, comme je suis forte de caractère, donc j'avançais. Jusqu'au jour où un soir, en quittant le bureau à 21h, un vendredi soir, j'avais une crise de tétanie au volant de ma voiture. Donc voilà, j'ai été hospitalisée, et puis le médecin qui m'a reçue m'a dit, voilà, vous travaillez beaucoup, oui, vous sortez aussi, oui. Et puis là, il m'a dit, là, voilà, le corps en a assez. Et donc, il va falloir vous reposer. Et là, j'ai craqué complètement. Donc, on m'a mis sous antidépresseur. Et puis, et là, je me suis retrouvée au fond du gouffre. Et j'ai eu un médecin formidable, un généraliste pourtant, mais très à l'écoute, qui m'a dit, voilà, je suis obligée de vous mettre sous antidépresseur. Maintenant, il va falloir apprendre à vous sortir de là. Et puis, j'ai suivi des séances de sophrologie. Et là, j'ai appris à dire non. Chose que je ne savais pas faire. Et puis, petit à petit, alors ça a été assez long quand même. J'ai repris mon travail. C'est-à-dire que j'ai repris mon travail au bout de 15 jours, mais j'ai recraqué au bout de 8 jours. Oui. Et là, mon chef d'entreprise m'a dit, là, il faut arrêter, là, quoi. Là, il faut faire attention. Maintenant, il faut quitter de bonne heure, comme tout le monde. Arrêter de faire des heures à outrance. Et puis, mais j'étais arrivée à un stade où vraiment je pouvais plus après rien faire. Mais c'est ça, le petit quotidien. Mais c'est ça, tout après devient très pesant. Voilà, alors il y a Hélène pour conclure qui dit, qui vous conseille, dit qu'il y a d'excellents ouvrages sur le sujet et
que finalement on retrouve pas exactement ce qu'on était, mais que plutôt on se reconstruit sur des bases plus saines, hein, finalement, au fond. Peut-être qu'on est plus à l'écoute de soi-même, plus à l'écoute de son corps. En fait, parce que moi, en sophrologie, voilà, qu'on grille plus ses cartouches comme ça. Hein. La sophrologue me disait, la personne la plus importante, c'est d'abord vous. Et oui, voilà. Et voilà. Ça, c'était très dur à apprendre. Merci beaucoup Pascal de ce témoignage et j'espère que ça vous aura un petit peu aidé Béatrice à mieux comprendre votre sœur, mais laissez pour le moment, elle est entre les mains de son généraliste avec qui visiblement elle a une écoute et un soutien. Je crois que bon, peut-être qu'il orientera si elle en ressent le besoin. Merci, au revoir.